Donne la parole. Bienvenue à tous pour l'émission Coucou, ici c'est Marlo. Bienvenue mon ami. Comment tu vas? C'est gentil, merci beaucoup pour l'invitation. Comment vas-tu Eh ben depuis? écoute, moi ça va plutôt bien. Je suis vraiment content parce que c'est la première fois qu'on se rencontre, Eh oui, vraiment. Donc depuis la petite interview avec tonton Marcel. ouais, exactement, c'est ça. On s'était pas vu, on avait juste entendu ta voix. On a échangé pas mal de fois par message. Oui, Et puis effectivement. on s'est même raconté nos vacances. Ouais, c'est vrai, c'était de très belles Voilà, vacances d'ailleurs. c'est ça. Pour toi et C'est pour ça. moi. Voilà, c'est ça. Et puis non, bah écoute, encore une fois, merci de l'invitation et surtout ravi de te rencontrer. Et également. Donc, je voulais déjà qu'on va commencer juste par la boxe, Ouais. d'accord? Et après, on parlera de la chose Qui me tient à cœur. qui nous Ouais. tient à cœur. Mm. Et on va commencer aussi par présenter ton invité, Ouais, ça d'accord? marche. Mhm. Alors, pourquoi la boxe, Marlo? Alors pourquoi la boxe? Nous, ce qu'on pratique, je suis professeur, pardon, de kickboxing et boxe thaïlandaise. Donc c'est un sport de combat où on utilise les poings et les jambes. Donc pas uniquement la boxe, parce que c'est vrai quand on connaît pas nos disciplines, si tu dis uniquement la boxe, les gens ou la grande majorité des personnes qui ne s'y connaissent pas, pardon, ils vont penser, bah bien évidemment, à la boxe anglaise. Hormis les initiés, bien évidemment. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, et comme je l'ai dit souvent, c'est pas vraiment aux puristes que j'essaye de plaire, moi, pour le coup. J'essaie vraiment de plaire à toutes les personnes qui, eux, ne s'y intéressent pas, parce que sinon, ben, on a vraiment fait le tour. Et j'espère bien promouvoir, en tout cas via mon réseau, nos disciplines. Et toutes tes petites vidéos d'ailleurs que tu Mm. fais, moi, qui m'ont touché parce que tu parles aussi du harcèlement Ouais, dans tes vidéos. Et c'est quelque chose qu'on va reparler tout à ouais, l'heure, bien mais sûr. Ouais. voilà, c'est tout plein de vidéos d'entraînement, de coaching, Oh. pour le harcèlement. Comment, je reviens encore dessus, Mm. mais c'est des choses qui te tiennent vraiment à cœur d'après ce que j'ai pu Ouais, c'est ça. comprendre. En fait, en fait, je me sers. Enfin, TikTok et mon réseau, principalement donc TikTok, c'est vraiment un outil pour moi. C'est vraiment un outil pour faire de la prévention sur énormément de sujets. Alors, toi, tu as parlé du harcèlement, mais il y a d'autres sujets qui sont très importants, d'où mon invité aujourd'hui. Il y a le harcèlement, les violences conjugales, les violences faites aux femmes, le sexisme. Voilà, il y a beaucoup de choses. Quand on parle de harcèlement, Ouais. on parle aussi d'isolement. L'isolement, c'est le synonyme de l'harcèlement. Enfin bref, il y a énormément de sujets à évoquer et encore une fois, bah, je me sers de cette plateforme comme outil, tout simplement pour faire de la prévention. Alors je fais pas que de la prévention, bien évidemment. Je montre aussi mes entraînements, les entraînements de mes compétiteurs, les entraînements parce que voilà, j'ai un public vraiment varié. J'ai des enfants, je commence les plus jeunes, ils ont 3 ans quand même Ouais. en baby Muay Thai. Et puis bah voilà, après j'ai voulu avec Baby les Muay enfants. Thai, ça doit Ouais, être c'est ça, mignon. baby Muay Thai, c'est super mignon. On a fait ça avec le Lajal Boxing Club, le club dans lequel j'enseigne. On a mis ça en place il y a quelques années en arrière et ça marche formidablement bien. Les parents, ils sont dans l'obligation de partager cette séance avec leur enfant. Et de saluer à la fin, Ouais, de d'applaudir. saluer à la fin, mais surtout on avait créé le baby Muay Thai tout simplement parce que je m'étais rendu compte, j'ai 5 enfants et qu'en fait quand ils étaient jeunes, j'arrivais pas à trouver de discipline à cet âge-là, tu sais, pour mes enfants et je me suis dit bah en fait pourquoi pas lancer ça. Et ce que je voulais vraiment, c'était que les parents partagent la séance avec les enfants. C'est pas ils me les laissent, tu sais, comme un Oui, petit et peu puis une débrouille-toi. garderie. Ouais. Non, vraiment non. On a 45 minutes d'entraînement et les parents ils participent à la séance et surtout bah ils partagent quelque chose avec leur enfant parce qu'il y a beaucoup de parents bah, qui travaillent. Les enfants à partir de 3 ans normalement sont à l'école et au fait ils se rendent compte qu'en fait ils partagent rien dans la semaine avec leur enfant parce qu'ils sont pris dans un phénomène de société au fait, Bien tu sûr. vois. Et du coup bah, de partager cette séance là avec parents enfants et bah, c'est juste formidable. Je te donne un exemple. À la fin de notre séance, par exemple, j'oblige les parents à dire à leurs enfants qu'ils sont fiers d'eux, le gros câlin, et on leur dit qu'on aime nos enfants. C'est important. Et chez beaucoup de familles, tu sais, il y a des familles qui sont pudiques, tu vois, Et quand où genre le je qui t'aime, en fait, il est pas ont eu du évident chez mal. tout le monde. Non, mais vraiment, le je t'aime, il est pas évident chez tout le monde. C'est pas, tu vois, il y a des familles, et puis on peut pas leur en vouloir, peut-être. Leurs parents l'étaient pas eux-mêmes, mais sont très pudiques avec leurs enfants. Même de dire je t'aime, des fois, c'est difficile pour un parent.
faut le savoir. Ah, moi, je le dis tout le temps à chaque Ouais, fois que c'est je vois mon important. fils, je lui dis tout le temps, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, j'ai une de mes filles qui est là à côté de nous. On la voit pas, mais qui est à côté de nous. Elle a 16 ans. Elle pourra te confirmer qu'elle a eu des je t'aime tous les soirs avant de dormir. Tu vois, C'est mignon. c'était important pour moi, tu vois. Ouais, ouais. Bah, quand on voit le personnage, on a du mal à croire que tu vas vers enfin, que tu vas vers tes enfants et que tu leur dis je t'aime. Ah si, moi je suis très proche, je suis super proche de mes enfants. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de papas qui accepteraient d'ailleurs cette communication que je peux avoir avec mes enfants. Moi je parle de tout C'est avec très mes importante. enfants. Ils ont tous leur jardin secret, parce qu'on n'est pas dupes, tu sais, là, on a tous connu c'est l'adolescence. Mais par contre, je fais en sorte que mes enfants, je puisse communiquer avec eux et j'essaye de savoir un maximum dans leur vie privée. Après, s'ils ont un jardin secret, ils ont le droit de l'avoir aussi. Mais pour moi, c'est important la communication avec ses enfants. Il y a beaucoup de papas ou même des mamans, mais beaucoup Même de en couple. papas, tu Même sais, en qui couple, sont hein. un peu durs, ouais, maman, qui sont un peu durs et du coup, ils ne connaissent pas leur enfant en vrai. Tu vois, des fois, il y a des enfants, je connais mieux leur enfant qu'eux-mêmes, mais ils s'en rendent pas compte, tu vois, parce qu'ils vont me confier certaines choses, parce que tu vois, mais ils osent pas en fait, ils osent Mais pas tu dire. penses pas que c'est des fois difficile de se confier à son papa ou à sa maman Bah, et pas plus et c'est c'est justement diff. plus facile de se confier à toi parce que toi t'es on va dire entre guillemets un inconnu quoi pour eux. Alors, je suis pas un inconnu. Je pense sincèrement que je suis vraiment plus qu'un coach, moi, parce que je prends mon métier à cœur et mon rôle à cœur. Je sais que je suis là une partie de leur vie. Je sais pas combien de temps ils vont être avec moi. Ça se trouve demain ils peuvent arrêter la boxe, comme ils peuvent continuer. Enfin bref. Mais moi, je prends vraiment mon rôle à cœur et c'est pas juste je t'entraîne. Non, ça va vraiment au-delà de ça. Et pour revenir sur ta question, bah en fait ça dépend, je pense, de l'éducation. On a tous des éducations différentes. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre, en fait, hein. Mais je pense qu'on a tous des éducations différentes et je pense que bah c'est comment nous dans nos familles on amène la chose pour pouvoir communiquer. Je te l'ai dit tout à l'heure en rigolant, j'ai 5 enfants, j'ai 38 ans aujourd'hui, ma première fille elle a 20 ans. J'écoutais du Alibi Montana à 18 ans quand quand elle est née, ma première fille. Du coup, oui, elle a 20 ans. Et du coup, mes 5 enfants sont différents. Bon, le dernier, voilà, il a quelques mois, il a que 7 mois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tous grands ou au minimum dans l'adolescence et j'ai 5 enfants qui sont totalement différents. Bah il y en a avec qui j'arrive beaucoup plus à parler, puis il y en a qui sont un peu plus réservés. Enfin tu vois, déjà dans ta propre même famille, tu peux avoir des profils d'enfants différents, tu Différent, ouais. vois. Ouais, c'est ça. En gros, on peut dire que tu es un peu le Pascal le grand frère. Moi, non, non, sincèrement, je sais qu'on m'a déjà, j'ai déjà reçu ce genre de commentaires et tout. Moi, pour moi, ça me paraît un peu ridicule qu'on me compare à Pascal le grand frère. Je pense que Pascal le grand frère, il faisait son émission qui était très bien, qui était très suivie, et je pense qu'il a d'énormes qualités en tant qu'éducateur. Mais après, bon, bah, faut savoir que ça reste une émission où ça restait parce que ça, c'est plus d'actualité, mais c'était une émission. Donc voilà, il y a beaucoup de scénarios, etc. Bien évidemment, mais en Oui. tout cas à côté dans la vie privée, enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, pourquoi pas un jour, mais je pense que c'est un très bon éducateur en tout Pour cas. un combat. Non, pas un combat, non, non, ça m'intéresse pas. J'ai passé l'âge, j'ai passé l'âge de me combattre avec les gens. Et justement, je voulais rebondir Hum, sur tes combats. hum. Quel est pour toi, quel a été le combat qui t'a marqué le plus dans ta carrière? C'est-à-dire, tu parles de combat sur un ring de Sur un ring, boxe. ouais, de ring. Alors moi, j'ai pas eu de carrière professionnelle, pour être honnête avec toi. Je me suis très vite orienté vers le coaching. Et encore une fois, pour être tout à fait honnête avec toi, si j'ai pas eu de carrière professionnelle, c'est parce que j'étais trop feignant pour être professionnel. Voilà. Non, Et c'est pour t'aurais ça que pu. j'arrive à être dur avec mes combattants, notamment ceux qui sont pros, parce que voilà, je sais ce que ça demande et sincèrement, j'en aurais été incapable. Voilà. Ok. Peux-tu nous présenter aujourd'hui, enfin, ton Mm. invité? Bien sûr. Alors Donia, on se connaît depuis peu, mais Euh, c'est une femme qui est vraiment plus Bonjour Lia. qu'intéressante. Elle a un parcours de vie qui pour moi est incroyable. En fait, je l'ai rencontrée il y a, je sais pas, peut-être un mois, je sais plus. Enfin bref, Ouais, même un peu moins, ouais. Même un peu moins. voilà. Ouais. Mais au fait, j'adore cette femme en fait. J'adore cette femme. Dès le premier coaching qu'on a fait ensemble, il y a vraiment eu quelque chose dans son discours, dans son vocabulaire, dans sa façon de raconter sa vie, dans sa façon d'aborder son ancienne vie, l'approche qu'elle a maintenant de son futur, etc. Je trouve qu'elle est incroyable et pour moi, c'est plus facile de combattre sur un ring que de combattre dans la vie en fait. Ouais. Et cette femme-là, sa vie est un vrai combat pour elle. Ouais. Donia. Du coup, je Je vais te faire confirme un pleurer. peu le résumé. Mais effectivement, enfin, j'ai rencontré Marlo du coup via les réseaux sociaux.
où du coup, dès que j'ai créé mon compte, j'ai pu voir notamment plusieurs vidéos de lui faisant ses coachings, entraîner des gens de tout âge, notamment des femmes, et je voyais vraiment le travail qu'il fournissait, c'est-à-dire c'était un travail mental. C'est vraiment, il appuyait sur les points qui nous faisaient mal, mais vraiment pour essayer de se libérer de tout ça, telle une délivrance via le Dégagé, quoi. sport. Ouais, exactement. Comme, enfin, nous procurer justement ce plaisir de faire des sports de combat par moyen d'exutoire. Donc, du coup, moi, j'avais apprécié tout ça. J'ai longtemps regardé ces vidéos, j'ai longtemps hésité. Et puis, moi, par exemple, j'ai le projet de devenir coach sportif, justement, à l'avenir. Et je sais que même si ma vie, mon passé m'a... Grâce à Marlo, qui t'a Non, pas motivé à du devenir coach. non, pas du tout. Alors ça, c'était vraiment une envie personnelle que j'avais depuis longtemps. Ça me trottait dans la tête. Je fais beaucoup de salles. J'ai toujours fait beaucoup de sport depuis mon plus jeune âge. Malgré les difficultés, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à garder une droiture de vie, une hygiène de vie, et qui m'a justement rattaché à toujours trouver une solution, même dans les moments les plus bas. Et du coup, j'ai voulu en faire une vocation, tout simplement. Aussi de par les retours des gens qui me disaient que j'avais le potentiel, pourquoi pas, de faire ça. Et du coup, je me suis lancée tout simplement à faire mes démarches. Et puis par la suite, je me suis dit pourquoi pas contacter Marlo. Parce que c'est vrai que avant de vouloir aider les autres, il faut savoir s'aider soi-même. Faut avoir les outils pour pouvoir aider les autres. Et moi, je sais qu'il y a un point qui me tenait à cœur de travailler. Et je savais que Marlo allait me fournir cette aide-là et qu'il allait vraiment donner tout son cœur à justement m'aider. En fait, je le voyais à travers les vidéos. Et c'est ce qui a fait que je lui ai envoyé ce message-là. Je lui ai parlé de mon projet et en fait c'est comme si ce coach-là je l'avais depuis 10 ans, vraiment. Même pour dire la vérité, j'ai rencontré un seul coach dans ma vie avec qui ça avait vraiment matché et depuis des années j'essaie de tant bien que mal trouver quelqu'un pour pouvoir me guider et m'élever dans mes projets futurs, notamment par le sport. J'ai jamais trouvé, mais Marlo vraiment pour le coup, et je te le dis, t'es en face de moi, vraiment, ça a été une rencontre C'est mignon. exceptionnelle. Non mais c'est vrai, Ouais, c'est mignon. ça a été une rencontre exceptionnelle et j'ai pas eu de, comment dirais-je, de retenue à me confier à lui vis-à-vis de certains problèmes, notamment surtout sur des points très très sensibles. Mais je savais que mes secrets allaient être gardés, je savais qu'on allait travailler dessus très doucement, qu'il allait analyser mon caractère, où j'en étais dans ma vie, ma manière de penser. Et tout ça, c'est vrai que c'est pas donné en tant que coach. Tout ça, c'est vraiment pas donné. Il y a qu'un passionné, un amoureux du sport et un amoureux d'aider les gens aussi qui a les capacités de pouvoir faire ça. Je me suis reconnue en lui. Donc c'est pas que d'aller à la salle avec Marlo, c'est pas que de taper dans un sac ou taper dans les mains Non, ou pas avec du les tout. pieds-points. Ah, pas du C'est tout. pas que ça en fait. Il y On a en aussi le ressort côté grandi. psychologique. Ouais, exactement. On en ressort grandi à chaque entraînement. Même si on va se baser sur une évolution d'entraînement, de performance, il y aura toujours cette discussion au début, au milieu, à la fin, qui va faire que on va ressortir grandi, ou on va sortir avec une réflexion à faire, qui va nous mener justement à grandir dans la mentale, à se forger, à se dire, ok, là c'est à faire classer, ou là, ok, il m'a dit quelque chose, ça m'a fait tilter, je suis sur le bon chemin, j'ai pas à douter de moi, quoi. Moi, clairement, genre après mon premier entraînement avec Marlo, j'ai eu une révélation, c'est-à-dire que j'avais conscience que j'étais capable, que j'avais la mentale. Moi, je suis hargneuse, je sais que je lâcherai pas et je vais pour atteindre mes objectifs. Mais clairement, d'avoir son point de vue, me dire que justement j'en étais capable et que je pouvais y arriver, etc. Il avait les bons mots vraiment pour me dire que le déclic, clairement, c'est moi. Clairement, il m'a fait comprendre que le déclic, c'est moi-même. C'est pas les autres, c'est pas ce que je fais, c'est juste moi. Et c'est grâce à cette rencontre que j'ai pu finalement le comprendre de manière définitive. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé aujourd'hui avec Marlo? Aujourd'hui, j'ai changé. Ou disons, j'ai pas forcément changé, mais je pense que j'ai acté, on va dire, certaines choses avec Marlo, de par le fait que j'étais encore un peu hésitante, confiante, etc. Mais comme j'ai dit, ce que j'ai fait dans ma vie, la plupart du temps, je l'ai fait toute seule. On m'a proposé de l'aide, j'ai accepté de l'aide de certaines personnes, etc. Mais c'est vrai que majoritairement, par manque de confiance, j'ai voulu faire les choses toute seule. J'ai longuement hésité à demander de l'aide, surtout récemment, et pourtant j'en avais besoin. J'ai sauté le pas avec Marlo et au final ça a été acté. Je sais que je peux refaire confiance. Je sais que justement moi je suis capable de faire les choses. Je sais que je peux avoir du soutien euh, en dehors de ma famille. C'est ça que je veux dire. Et je sais que je peux compter sur les autres pour pouvoir évoluer. En fait, je sais que personne ne peut réussir seul. Un humain n'est pas fait pour vivre seul, etc. On a besoin des autres pour pouvoir évoluer, grandir, etc. Et moi en fait je me suis un peu mise en retrait
du monde parce qu'il me faisait peur. Parce que voilà, j'ai beaucoup trop subi et grâce à Marlo en fait T'es renfermé, quoi, en ouais, fait. clairement, c'est clairement ça. Je me suis clairement isolée et même si moi je croyais en la bonté du monde, je croyais en la bonté du monde que si elle venait à moi toute seule. Vraiment, j'allais pas la chercher. Et là, en fait, j'ai plus peur d'aller au contact des gens, de leur dire qu'en fait, tout est possible, qu'on est capable de tout faire. Et clairement, la rencontre avec Marlo, ça m'a poussé à notamment penser ça de moi, mais aujourd'hui, justement, j'ai la conviction de faire penser ça aux autres, grâce à lui. Et je sais que mon travail de coaching, enfin en tout cas, j'espère qu'à l'avenir, il pourra m'en apprendre un peu plus sur ce métier-là, que ça soit à travers la boxe ou juste en tant que coach, tout simplement, parce que je sais qu'il fait un travail admirable et je sais que je pourrais en apprendre beaucoup à ses côtés. Donc franchement, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré au tout début de mon Et de parcours. l'avoir en tant que coach. Exactement, c'est ça. Je veux rester son coach en plus. On va pleurer, là, elle va nous faire Ouais, pleurer dans ouais, les non, studios, je hein. vous ai dit que cette fille était incroyable. T'as vraiment un parcours atypique et moi personnellement, tu vois, des gens comme toi qui ont évolué aujourd'hui grâce à Marlo, et ben franchement ça me touche parce que dans le sens où voilà, t'as ton passé et t'as su rebondir avec le sport justement via ton passé, quoi. C'est ça. Et c'est énorme, Alors, franchement, félicitations. encore une fois, c'est un outil, hein. Le sport, c'est le meilleur des outils, au fait, Pour se s'en sortir. décompresser, pour Ouais, changer. ouais, Clairement. c'est ça. C'est un bienfait énorme, en fait. On s'en rend pas forcément compte parce que le sport est pas assez valorisé ici en France, malheureusement, notamment dans les écoles ou même voilà, c'est pas assez valorisé. Mais c'est un bienfait pour la vie, Marlo tout court, pour la vie tout court. Marlo tout court. Voilà. Mais c'est pas que de taper dans un sac en fait. Non, non, ça va bien au-delà de ça. Ça, c'est facile à faire. Mm. Si j'ai un coaching ou si j'entraîne Donia, je lui demande de taper dans un sac, ça, tout le monde sait le faire. C'est pourquoi je vais la faire taper dans le sac. Qu'est-ce que je cherche derrière ça, en fait? C'est surtout ça. Voilà. Donc Et en gros, les gens se confient à toi en même temps ouais, qu'ils tapent dans un sac, quoi. j'ai pas le secret médical, mais j'ai un secret de coaching. C'est pour ça que, bah, elle l'a dit tout à l'heure et je remercie Donia de sa confiance. Mais c'est vrai qu'elle m'a confié énormément de choses. Moi, franchement, j'ai pris une claque après notre première rencontre avec Donia. Mais quand je te dis une claque, j'ai vraiment pris une claque. Et même moi, je suis sorti, j'ai appris au final. Et j'ai relativisé plein de choses. Mais vraiment. On en apprend tous les jours. De toute Ouais, façon, c'est ça. c'est Et sûr. comme je lui ai dit tout à l'heure, de toutes les façons, moi, je suis pas là pour parler d'elle, mais elle, elle peut parler d'elle. Eh ben, on va t'écouter. Bah, si je dois raconter un peu ma vie en résumé, disons que j'ai grandi dans une famille aimante, unie, avec des frères et sœurs, mais j'ai grandi en tant qu'aîné et dans une famille justement maghrébine. Donc il y a la culture qui va avec, il y a l'éducation qui va avec. C'était un peu dur en tant qu'aîné, fille, de pouvoir justement affirmer un peu ses choix, ses envies. Même si j'ai toujours eu le soutien de mes parents, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai voulu un peu plus m'affirmer à ce sujet. C'est là où on va dire où les problèmes ont un petit peu commencé. Euh, je vais pas reprocher quoi que ce soit à mes parents. Ils ont été très aimants. J'ai manqué de rien. J'ai très bien mangé. J'ai dormi au chaud. J'ai eu des vêtements neufs, etc. C'est vrai que j'aurais juste aimé un petit peu plus de soutien quand j'avais un peu des problèmes qui venaient de l'extérieur. J'aurais voulu justement que certaines choses qu'on inculque justement par génération, de génération en génération, c'est-à-dire de l'honneur de la famille, de ci, de ça. Enfin, il y a certains points. Je vais pas trop détailler dessus, mais je trouve que on devrait un peu évoluer de ce côté-là. Et moi, j'en ai subi un peu pour mon grade, du coup, à l'école, parce que justement, j'étais différente, j'étais maghrébine. Donc, moi, c'était à base de, bah, tes cheveux ils sont dégueulasses parce que mes cheveux sont crépus, ou parce que j'étais pas assez jolie, j'étais pas dans leur gamme. Donc, du coup, ça me mettait sur le côté. J'avais pas forcément d'amis avec qui jouer. Vu que j'étais issue d'une bonne éducation grâce à mes parents, et d'ailleurs, j'en suis fière. Je suis pas du genre à aller martyriser, mépriser les gens ou quoi que ce soit. Je suis vraiment quelqu'un d'assez altruiste qui va justement vouloir mélanger tout le monde et d'être gentil le plus possible. Et malheureusement, de par ces côtés-là, je me suis fait énormément harceler. Je savais pas me défendre. Je ne savais pas me défendre, que ça soit à la parole, que ça soit via les gestes. Je me laissais vraiment martyriser au plus haut point. Collège, ça a été un peu plus pire. Parce que là, ça a été physique. Du coup, on m'agressait physiquement, je me mangeais des balayettes. Donc les gens À tout va, venaient te taper alors en tant que femme, quoi. En fait, c'est clairement, c'est dès qu'on cherchait à m'humilier, parce qu'on va dire que j'étais un petit la petite bolosse de la classe. Enfin, je pense que les gens de ma génération, ils voient très bien de quoi je parle. Quand on est un petit peu la petite bolosse de la classe,
On a envie d'aller la charrier, la taquiner, l'humilier. Clairement, pour eux, c'est Qu'est-ce que tu appelles une bolosse pour les auditeurs? pour les auditeurs, c'est quelqu'un, voilà, qui étudie, une fille qui étudie, qui est dans la norme, c'est-à-dire à son âge, qui, par exemple, à 12 ans, je pense que c'est normal qu'une fille de 12 ans va à l'école sans maquillage, je pense, avec un téléphone juste pour contacter ses parents, des amis avec qui ils étudient en bien, je pense. Mais il n'y avait pas besoin d'utilité de réseaux sociaux, il n'y avait pas besoin que je me maquille, il n'y avait pas besoin que je porte des vêtements extravagants, j'ai que 12 ans, clairement. Donc, moi, je suis là, je pense à mes études, j'ai une bonne éducation, j'ai une famille aimante, donc ils s'attendent juste à ce que j'ai des bonnes notes. Moi, je m'attends juste à rentrer chez moi, manger un bon plat avec ma famille et puis dormir. Puis je voyais que déjà collège, il y avait toutes ces histoires de les vêtements, la musique, la nouvelle génération, de on est un peu plus laxiste, etc. Moi, je rentrais pas dans les normes. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, je voudrais rebondir dessus. Penses-tu que aujourd'hui, si on remettait le bleu pour tout le monde, ça serait pas mieux? Il y aurait Bah, peut-être pas moins de jugement? je pense, mais après, je pense qu'il y a des gens définitivement, tant qu'ils grandiront pas, tant qu'ils n'auront pas vécu certaines expériences, continueront à avoir un point de vue ou une perception des choses qui peuvent être faussées. Je pense. Et je dirais pas que c'est faussé parce que si on se met à leur place, on essaie de voir ce qu'ils ont vécu, quelle éducation ils ont eu, etc. On peut les comprendre. Mais malheureusement, c'est par choix. Il faut chercher à grandir, mais je pense que ces inégalités, elles resteront là tant que personne ne prend conscience justement des choses, que à cet âge-là, il y a un comportement à avoir, à pas, enfin, il y a des limites à imposer pour chaque jeune. C'est moi, je l'ai toujours pensé. Même si par la suite, j'ai un peu grandi en foyer, et mes parents étaient pas trop là, j'ai toujours gardé ce truc de ma mère, elle m'a appris ça, mon père m'a appris ça. Ça correspond pas à mon âge, j'ai pas à le faire, j'en ai pas besoin. Je me focalise sur ce qui est important, c'est-à-dire m'en sortir dans la vie, trouver une situation, ma vocation, clairement ce que j'aime faire, et en faire mon métier, en faire quelque chose de bien. C'est clairement Dans ça. le coaching de boxe. Dans le coaching de boxe, pourquoi pas? C'est ça que je me suis dit. Mais après, moi, je voulais faire un coaching vraiment général. Je voulais aussi plus aider les femmes. En tant que femme, c'est vrai que moi, j'ai subi des choses de manière crescendo, et c'est vrai que j'ai envie un peu d'aider mon moi d'avant, mon moi petite, le côté femme que j'avais il y a même pas encore 2 ans. J'ai envie d'aider cette personne-là que j'étais il y a 2 ans, et je pense qu'en aidant les femmes, en faisant ce coaching-là, oui, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas, c'est l'objectif. C'est vrai que les femmes, dans certains endroits de Paris, elles sont agressées très régulièrement. C'est Et malheureusement c'est un triste. problème récurrent et qui revient à la Il y a des charge. quartiers même, hein. Il y a des quartiers, C'est, on peut même cibler, genre côté métro La Chapelle. Là-bas, apparemment, moi, ça se passe très mal. je passe par là-bas. Je vous le dis Mais il y en a sincèrement, moi, il y beaucoup. a des années, il y a des endroits, ça fait bien des années et je ne vais pas là-bas. Il vaut mieux C'est pas. impossible. Il y a beaucoup de quartiers comme ça où justement les femmes se sentent pas femmes à cause de des gens qui leur pointent du doigt ou qui leur disent ouais t'as pas le droit d'être dehors à cette heure-ci ou t'as pas le droit de t'habiller comme ça. Enfin c'est devenu du n'importe Malheureusement, quoi. enfin, il y a le respect, il s'oublie, il y a des valeurs qui s'oublient aussi, que ça soit du côté de chez les femmes comme chez les hommes, hein, je mets tout le monde vraiment dans le même sac. Il y a beaucoup de valeurs qui s'oublient, de par la laxicité de la société, de la nudité, etc., de plein d'autres choses. Qu'on trouve autour de nous aujourd'hui, ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce que moi je peux vous dire, j'ai un homme avec moi, même avec mon homme, je sais qu'il y a des endroits où une manière de m'habiller que je pourrais pas me permettre, juste parce que je sais que mon homme par fidélité et loyauté va prendre ma défense, mais j'ai peur du monde en fait, même pour sa prise de défense vis-à-vis de moi, je ne vais pas mettre certaines tenues, même encore aujourd'hui. Et tu trouves C'est ça normal? Moi je trouve pas ça normal, clairement. C'est de pire en pire avec les années. Et je trouve ça vraiment absurde. Parce que je pense que tout le monde a envie d'exprimer quelque chose. Moi, j'ai envie d'exprimer quelque chose à travers le sport, le coaching. Il y a des filles qui ont envie ou des femmes qui ont envie d'exprimer ça par le côté artistique vestimentaire, par le make-up, par tout ce qui est, je sais pas, capillaire. J'en sais rien. Il y a plein de choses. Et je pense que tout le temps, la société, peu importe le moyen qu'on va trouver de s'exprimer, a envie de nous castrer de ce côté-là. C'est vraiment et je dirais même elle influence aussi certaines femmes à penser la même chose. Parce que récemment aussi sur TikTok, je vois aussi qu'il y a des mamans
En plus, c'est des mamans, elles ont passé un peu l'âge, sans vouloir les vexer, de se mettre en bombe comme nous on pourrait le faire. Voilà, et je pense qu'une femme, elle peut rester élégante mais sans être vulgaire. Et c'est ce genre de femme qui va justement affirmer les dires de certains hommes, disant bon bah si elle a une mini-jupe, c'est qu'elle provoque le viol, par exemple. Ça est choquant. Oui, mais tu mets un nombril, enfin tu mets un crop top, c'est normal que je te regarde. Ça aussi, c'est absurde. J'ai encore vu une vidéo hier d'une fille très très belle, très très mignonne et tout, très belle coiffure, qui se filmait et qui dit oui, mais vous connaissez les sugar daddy, tout ça, vous avez peut-être quoi, 18 ans. Le mec avait 60 balais. Et elle lui faisait la remarque dans la vidéo. Et c'était une Française en plus. Franchement, c'est absurde. C'est vraiment. Et moi, en fait, je trouve dommage aussi. Là, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Mais à mes 16 ans, je me faisais beaucoup plus accoster et aborder par des vieux de 60 ans que là aujourd'hui, alors que j'en ai 25. Et ça fait flipper. Moi, j'ai même carrément peur à l'avenir. Moi, j'envisage d'avoir des enfants, d'avoir une fille. Je me dis, à ces 15-16 ans, j'ai carrément peur. Vraiment. Moi, je vais pas te mentir, j'ai un garçon et je suis bien content d'avoir un garçon en premier parce qu'on dit toujours quand t'as un garçon en premier, c'est toujours plus il va protéger sa petite sœur après s'il a une petite sœur quoi. Si je me trompe pas quoi, en général. Ouais, je pense que le sujet est assez vaste. Je pense que Donia elle a bien expliqué certaines choses. Ensuite, ça va bien évidemment, faut prendre le contexte familial. Faut prendre conscience de la localisation, de la géographie. Il y a énormément de choses à prendre en considération. Mais est-ce que le fait est d'avoir un grand frère ou pas, ça peut aider sa petite sœur? Je pourrais pas te répondre. Sincèrement, je sais pas. Je pense qu'il y a. Tu me dirais, il y a des sœurs qui peuvent protéger le grand frère aussi. Oui, aussi, ouais. Exactement, aussi. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que la femme dans notre société, malheureusement, elle est souvent dénigrée et pas respectée. Ça, c'est important. Je pense que d'ailleurs, même quand on s'est vu la première fois avec Donia, on en a tout de suite parlé. C'est pas évident pour une femme, notamment par exemple pour elle, de faire confiance à un coach ou de rentrer dans une salle parce qu'elle sait jamais au fait si la personne qui est en face d'elle bah au final va essayer pourquoi pas de la draguer. Le regard, quoi, tu parles. Bah, le regard, c'est des ça. En autres. fait, je pense que il y a énormément de personnes et d'hommes, on en avait parlé, Ouais, hein, ouais. mais qui attendent quelque chose en fait derrière. Donc en fait, c'est pas facile parce qu'elle Je sait suis pas pareil. elle si c'est, enfin la femme en général ne sait pas si oui ou non elle peut se confier et si oui ou non on va travailler, on va vraiment travailler sur le sujet, tu vois, évoqué. Et Et comment ça t'as c'est fait pour important. justement pour la ramener à ce qu'elle vienne Euh, à toi? Alors justement, j'ai été franc tout de suite avec elle et ça a été mes mots, vraiment. Mm. Hein, je sais pas si tu te rappelles, mais tout de suite, je lui ai dit, tu sais, moi, je suis pas là pour te draguer. J'ai une femme, j'ai 5 enfants. Euh, je suis pas là pour ça, en fait. Tu vois. Donc là, on se voit, on va travailler, au fait. Et tout ce que tu vas pouvoir me confier, bah bien évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure en rigolant, c'est pas le secret médical, mais c'est le secret du coaching. C'est pour ça que je la laisse parler depuis tout à l'heure. Là encore, elle t'a dit 1%. Mais vraiment, hein, je De rigole tout ce pas. qu'elle pourrait nous dire. Ouais, bien évidemment. Ouais. Mais de toute façon, on aura l'occasion, hein, Bien ça sûr. c'est sûr. Je sais pas ce qui se passe. Oh, désolé. On aura l'occasion de toute façon de refaire. Moi, je suis ouvert à ça parce que moi, pour moi, tout ce qui est femme, enfant, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Même si j'ai pas eu cette chance justement, bon, on va en parler vite fait. Avec mon ex, ça a été très compliqué aussi. La séparation très difficile pour le petit. Mais bon, Moi-même, je l'ai vécu aussi, hein, Antonio, hein, sincèrement. et c'est des choses, tu vois, je peux comprendre, tu vois, que des fois, tu peux avoir des femmes qui sont harcelées, mais il y a aussi des hommes qu'on rabaisse très souvent. Et C'est c'est vrai. ce qui m'est arrivé aussi. Oui, je vois où tu veux en venir. En fait, souvent la société prend défense pour la femme, notamment sur la garde des enfants, notamment. J'ai toujours eu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes 5 enfants, c'est 3 mamans différentes. Donc, je pense modestement avoir un peu d'expérience. Plus que moi. Voilà, comme je te l'ai dit, ma première fille, je l'ai eue à 18 ans. J'ai eu 3 autres enfants ensuite. J'ai vécu 12 ans en concubinage. Et je pense, c'est une petite confidence que je fais à TikTok. Je sais pas pourquoi je me livre Il y a sur pas ma vie encore privée. d'ailleurs. Il y a pas encore, ouais. Mais ouais, mais voilà, j'ai pas forcément été heureux pendant ces 12 ans. J'étais heureux d'être avec mes enfants.
mais pas forcément heureux dans mon couple, en fait. Tu vois. Donc, je sais de quoi on parle et effectivement, une fois il y a la séparation, bah malheureusement, on voit souvent la méchanceté de la personne avec qui on a partagé sa vie, au fait. Et c'est ça qui est dur, c'est on a partagé sa vie avec une personne et puis au fait, tu vois de la méchanceté, et tu te dis mais en fait, comment j'ai pu partager ma vie avec cette personne-là? Je pensais pas qu'elle était comme ça, tu vois. Et voilà. Donc, j'ai appris de la vie aussi. À Mais à travers travers le sport, t'as pu rebondir et t'en sortir. bah, au fait, j'ai très modestement, j'ai cette confiance en moi, en fait. J'ai cette confiance en moi et au fait, j'ai pas peur de l'échec. J'ai jamais eu peur de l'échec. Dans un premier temps, parce que j'ai échoué très tôt dans ma vie. J'ai un début de parcours qui est chaotique. Et au fait, je me suis accroché et j'ai avancé. Et du coup, vu que j'ai pris des claques très jeune et que je suis tombé très jeune, bah, au fait, j'ai appris à avoir confiance en moi. Et à l'heure actuelle, et bah j'ai une telle confiance en moi que entre guillemets pour parler un petit peu plus vulgairement, même la concurrence si tu veux ne me fait pas peur parce que quand t'as peur de la concurrence c'est que t'as pas confiance en toi. C'est pas faux, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de, enfin, quand j'étais plus jeune, je manquais de confiance en moi. Et à vrai dire, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi tout ce que j'ai entrepris, d'être acteur, et puis aussi de travailler en radio. Ça m'a ouvert. Et j'étais vachement renfermé sur moi-même. J'avais du mal à m'exprimer. J'allais pas vers les gens. Aujourd'hui, j'ai aucun problème, même au niveau de mon travail, j'ai aucun problème à aller vers les gens. Et j'ai eu l'impression, il y a beaucoup de gens me l'ont dit, hein, c'est les gens qui m'ont dit ouais Tonio, on voit que t'as plus de confiance en toi, t'as beaucoup évolué, mais au sein de ton travail c'est différent, t'es plus à l'aise. Et voilà, et ça c'est ma satisfaction de tous les jours, quoi. Ça a été un combat, mais ça a été long, mais ça a été, Ouais, c'est ça. Bah, comme tu le dis, au fait, tous les enfants, ils sont pas standards. C'est-à-dire que tous les enfants, je reviens sur ça, mais tout le monde, tous les enfants sont différents. On n'est pas l'éducation nationale. Moi, c'est le moment, désolé, où je charge l'école et l'éducation nationale. t'as bien raison, parce qu'ils ont Mais laissé, ils où ont en mis ça fait, de on côté. essaye de standardiser nos enfants. Et j'ai beaucoup de mal avec ça en fait. Et il faut prendre en considération, bah voilà, que tous les enfants sont différents, qu'il y a des enfants bah, qui vont évoluer pardon beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a, ils vont avoir plus de facilité dans leur apprentissage. Et puis il y en a d'autres qui vont être réservés. Et puis il y en a d'autres qui vont être dépressifs. Et puis il y en a, enfin voilà. Et au fait, chaque cas est important. Malheureusement, dans l'éducation nationale, et dès qu'on coche pas les bonnes croix ou les petites cases, et ben Mais malheureusement, on est pourtant, rapidement mis Gabriel de Attal côté. avait fait en sorte justement de parler. Il voulait se battre justement pour le harcèlement à l'école. C'est possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas justement, et c'est pour ça que je voulais savoir En si fait, toi t'avais eu des échos. le harcèlement, c'est pas de la politique. Ah non. Moi, je m'en fous. En fait, je parle jamais de politique. Et le harcèlement, en fait, ça a rien à voir avec de la politique. Alors qu'il en ait parlé, bah, je te crois. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qu'il a dit. Et puis, une fois qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais au quotidien. On le Lui, je sais voit, pas ce qu'il fait. nous on le voit à travers tes vidéos, bien évidemment. Ouais, c'est gentil. Mais lui, je ne sais pas ce qu'il fait, en fait. Je sais pas ce qu'aujourd'hui, en l'occurrence, l'État met en place. Moi, je travaille avec les enfants. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Ma femme travaille avec les enfants. Elle est directrice des centres périscolaires. Et sincèrement, si je devais citer euh, tout ce qui s'y passe dans nos écoles, eh ben, c'est compliqué. Je pourrais te parler, par exemple, des violences faites aux enfants. Est-ce que tu sais, Tonio, par exemple, qu'il y a dans chaque classe en France, en moyenne, t'as 3 enfants qui est victime de violences de la part de ses parents chez lui. Tous les jours? Non mais oui, tous les jours. Est-ce que tu te rends compte C'est que énorme. dans 3 enfants par classe, C'est est-ce énorme. que tu imagines ce que ça représente en fait? Tu vois? Le harcèlement, Dans toute la France? ouais, dans toute la France. Pouh. Ouais. Alors il y a certaines zones parce qu'il y a il y a une question de géographie. Donc il y a certaines zones, bien évidemment, c'est une moyenne. Hein, donc il y a certaines zones où les chiffres sont plus élevés, d'autres où c'est plus élevé, parce que dans telle région, bah je sais pas, je vais te dire il y a du chômage, il y a de l'alcool, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent voilà. Mais il faut les savoir. C'est important de les connaître les chiffres. Et là je te parle des chiffres. Ça c'est les cas qu'on connaît. Parce qu'on cite jamais les cas où tu sais il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de violences, mais personne ne le sait, tu vois, chez eux. Il y a eu récemment, juste avant les vacances, un petit qui s'était fait poignarder de 14 ans pour un portable. Ouais, Ça ça t'a c'est touché, ça t'a... oui. Alors on s'éloigne, on reste dans la violence malheureusement. On s'éloigne un peu du sujet parce qu'on parlait des violences
familiale. Là, c'est plus un phénomène de société. Souvent, on me dit que avant c'était pas comme ça. Moi, je doute de ça. Je te dis sincèrement, je pense que même dans les années, dans les années 40, il y avait la guerre. Donc, je pense que c'était encore plus violent. Sortie de guerre, dans les années même après, un peu plus tard, dans les années 60, 70, la société, elle a toujours été violente, en fait. Tu vois. Moi, j'ai pas ce discours de me dire avant. Il y avait pas ça avant, on réglait pas nos conflits avec des couteaux, des. Si, en fait, ça a toujours été. Hein. Ça a toujours. Je m'en rappelle encore. Oui, non, mais bien évidemment, ça a toujours été. Le sujet, en fait, c'est même pas celui-là. Le sujet, ça serait même plus comment on fait pour qu'il y ait moins de violence dans notre société. En fait. Ça serait plus ça le sujet. Tu comprends? Et d'aller faire le service militaire pour les jeunes, tu penses que ça pourrait les faire grandir dans leur tête? Alors, il faudrait demander aux générations. Moi, je suis d'une génération, j'ai 38 ans, qui n'a pas connu le service militaire. Faudrait demander aux personnes concernées, ceux qui avaient l'obligation du service militaire. Souvent les anciens, parce qu'ils sont nostalgiques, ils nous disent que oui, c'était bien, etc. Moi, je sais pas. J'en doute aussi, ça. J'en doute aussi. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. La discipline, d'avoir un peu de discipline. Ouais, mais ça n'empêchait pas la violence. Ouais. En fait, le militaire, on est d'accord que c'est violent. Bah, il est violent quand il est en service. Bah, ça reste violent. On est d'accord qu'on utilise des armes. On est d'accord qu'on va faire la guerre. Donc, c'est violent. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a tu sais, j'ai écouté dans une émission célèbre sur YouTube, un ancien, une personne issue du grand banditisme et qui disait que, en fait, il est devenu bandit et il est arrivé dans le banditisme parce que justement tout a commencé à l'armée, parce que justement c'est à l'armée qu'il avait appris à manipuler des armes. Donc tu vois comme quoi. Ouais, j'avoue, c'est pas faux. Ouais. Donc next time. Ok. Voilà, pour le service militaire. Ouais. Bah de toute façon il va falloir qu'ils reprennent parce que je pense qu'ils en ont bien besoin demain en ce moment. Tu sais, je pense aussi. Bien évidemment, on a un grand respect pour les personnes qui nous protègent, notamment la police, gendarmerie, etc. Mais j'espère ne vexer personne. Mais tu sais, j'ai toujours dit que même pour être policier, en fait, faut être entre guillemets aussi fou que le voyou. Tu vois. En fait, c'est juste qu'il a trouvé un moyen légal à sa folie, mais sinon, il est aussi fou que le voyou. Tu vois. Surtout en ce moment, avec ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de justement de violences faites autant par exemple hier comme t'as qu'à voir les images, oui, bien évidemment, et que par la police aussi. Mais bon, après on n'a pas vu ce qui s'est passé avant, c'est toujours pareil. Ils nous montrent des fois par moment ils nous montrent des vidéos où la police fait de la violence, on n'a pas le contexte, c'est pas contextualisé, on n'a pas le contexte, mais au fait, peu importe le contexte, c'est comme si tu dis à une femme qui s'est fait violer, raconte-moi le contexte. C'est quand même fait violer, tu vois. Donc c'est comme une personne qui s'est fait massacrer et ça arrive, et bien évidemment, on n'a pas le droit de faire une généralité. Et ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. C'est une minorité, mais quand cette minorité-là, a fait acte de violence sur le peuple ou sur notre société, au fait, moi, je vois quelqu'un dehors qui se prend, comme on a vu récemment dans une vidéo, une claque ou un coup de poing par un policier. Moi, je reste sur ça. En fait, moi, je m'en fous du contexte de savoir ce que t'as fait avant, après. Est-ce que ça justifie le coup de poing? C'est comme si tu me dis un enfant, je lui ai mis 2 coups de poing parce que il a fait une bêtise à l'école. Donc c'est bon, t'as justifié la violence. Tu comprends? Ouais, tu vois pas régler la violence par la violence. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais quoique des fois ça marche. Hein. J'ai entendu dire sur un tournage à Créteil, je te jure que c'est véridique. Après tu me diras que c'est peut-être pas justifié, mais certains policiers de la BAC à Créteil, ils prennent des jeunes des fois et quand ils font des conneries, ils leur mettent des tartes. Et crois-moi qu'apparemment ils recommencent pas, ils les revoient pas sur le terrain. Non, ça non plus, j'y crois pas. Écoute, tu sais, je pense que ça c'est dit par les jeunes. Comme je te dis, tu sais, on a tous un parcours différent. Moi, je pense que j'ai mon parcours et on n'est pas là pour faire. Tu sais, c'est pas un concours de savoir, voilà. Mais il y a des fois, écoute, quand j'avais cet âge-là, 18-19 ans, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un parcours assez chaotique. Et j'ai peut-être eu des fois dans ma vie affaire à certains policiers et je les vois, moi, je sais la personne que je suis devenu à 38 ans, d'accord? Et je les vois encore sur le terrain, encore en train de jouer au chat et à la souris, avec 3-4 générations en dessous, et je vois que ils ont pas vraiment évolué, mais je parle pas que du fait d'évoluer au niveau professionnel, hein, c'est pas ça que je juge, mais juste au niveau intellectuel, au fait. Ouais, voilà. Ça manque un peu de cerveau par moment, je suis d'accord avec toi. C'est ça.
on va commencer à rentrer dans le vif du sujet Ouais. de ce qui nous touche à tous, le harcèlement à l'école. Mhm. Est-ce que tu peux Alors, justement commencer à en parler? c'est vrai que je fais énormément de prévention par rapport au harcèlement scolaire. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que dans ma propre famille, il y a une de mes enfants qui l'a vécu. Donc pourquoi j'ai commencé à vraiment en parler? Bah, à travers cette fille-là, enfin une de mes filles, pardon. Et je me suis intéressé au sujet et j'ai commencé à faire de la prévention à travers mon métier. C'est-à-dire, j'ai pas attendu TikTok pour faire de la prévention. J'avais pas encore mon compte TikTok, que je faisais déjà de la prévention, mais à une échelle différente, c'est-à-dire au niveau local, tout simplement dans notre club ou dans la commune, etc. Et ensuite, je me suis servi de mon compte donc TikTok pour en faire un outil et de la prévention contre le harcèlement. Parce que le harcèlement, encore une fois, bon, on va pas citer les chiffres parce que bon, les chiffres, on peut tout leur faire dire, mais c'est incroyable le nombre d'enfants qui est victime d'harcèlement durant sa scolarité. Voilà. Et c'est surtout que pour moi, et ça n'engage que moi, vous pouvez donner votre avis aussi si vous voulez, mais les écoles ne font pas assez bien leur travail, peut-être par manque de moyens. Moi, je n'y crois pas non plus au manque de moyens. Moi, j'ai pas forcément de moyens pour me battre contre le harcèlement scolaire. Mais en tout cas, les enfants ne sont pas en sécurité dans nos écoles. Voilà. Je suis Euh, complètement d'accord. Avant, il y avait le harcèlement, c'était déjà super difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement, c'est difficile pour l'enfant en premier lieu parce que c'est lui qui le vit. Mais c'est aussi difficile pour les parents. Parce que les parents, ils le vivent derrière ça. Il Et va subir ce que ouais, les cauchemars du gamin et tout ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Plus que des cauchemars même. Avant, il y avait le harcèlement et maintenant, il y a le cyberharcèlement. C'est-à-dire que le harcèlement s'arrêtait à la porte de l'école et maintenant, il te suit jusque dans ta chambre. Parce qu'on a un téléphone portable très tôt, hein, dès la primaire. Hein, maintenant, on se dit là, CM1, CM2, ils ont déjà des téléphones. Et au fait, le cyberharcèlement, eh ben, c'est encore plus dur que le harcèlement qui lui était déjà difficile. Voilà. Et au fait, ça amène beaucoup de nos jeunes dans une frustration, dans des tendances suicidaires. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec le petit de Poissy qui s'est suicidé Ouais. à cause des Alors, réseaux sociaux. Alors il y a voilà, à cause des réseaux sociaux, il y a je vais te raconter non pas une anecdote mais un fait. Je faisais un stage sur une commune à proximité de chez moi dans le 91, donc un stage de boxe. J'ai côtoyé certains enfants et il y a un de ces enfants qui était aussi dans un club de judo. Ok. Je ne savais pas qu'il était victime d'harcèlement, je l'ai appris après, parce que malheureusement, il n'y avait pas encore cette prévention que je pouvais faire, pardon, ou que l'on peut faire. Et cet enfant, il ne parlait pas. Il a tout gardé pour lui, parce que pour certains enfants, si tu veux rentrer chez lui et de dire qu'il est harcelé, eh ben c'est une honte. Tu comprends? Et les parents ne sont, et il faut faire attention, les parents ne sont pas tous réceptifs. Hein. Il y a des enfants, ils rentrent, ils disent à leurs parents qu'ils sont harcelés, mais les parents en fait ne les prennent pas au sérieux ou vont même jusqu'à participer à l'harcèlement sur des petites phrases comme celle-ci. Bah t'as qu'à te défendre, c'est peut-être de ta faute. Voilà. L'adulte participe au harcèlement, faut le savoir. Ok. Donc je continue mon histoire. Et au fait, cet enfant-là, j'ai appris ensuite qui était victime d'harcèlement, s'est malheureusement suicidé en mettant avec sa, j'espère que ça donnera pas des idées, mais avec sa ceinture de judo. D'accord. Donc et des faits comme ça et des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter plein parce que on m'envoie énormément de témoignages. De toute façon, tu peux regarder chacune de mes vidéos qui font sur ce sujet-là souvent beaucoup de vues. Tu regardes les témoignages, c'est incroyable en fait. Tu vois le nombre de messages et Il y je en te a raconte trop même tous pas le les nombre jours. de messages privés, Tonio, que je peux recevoir ou malheureusement je peux pas répondre à tout le monde parce que sinon tu peux pas t'en sortir malheureusement. Mais euh, c'est le nombre de messages privés que je reçois, je sais pas, je pourrais te qualifier, je sais pas, je peux même pas le chiffrer tellement il est important en fait, tu vois. Mais une chose, T'arrives à répondre quand même à certains messages ou pas? ouais, en message, je réponds pas aux commentaires parce que je veux pas me lancer dans des débats, des fois parce que tu sais, des fois tu sais pas qui est derrière le téléphone, etc. Mais quand le message est bien formulé, que je vois que, enfin, tu sens sur le message s'il est sincère, s'il est vrai, si tu vois, et ce genre de message là, ouais, je réponds.
Je réponds. Ça m'est déjà arrivé d'appeler directement même les familles. Ça m'est déjà arrivé d'aller directement dans les écoles. On n'est jamais bien reçu dans les écoles parce que au fait ils préfèrent cacher. Tu sais, il y a des chiffres. Je te demander justement, est-ce que d'intervenir directement dans les écoles, ça serait pas mieux? Alors, quand je te dis intervenir directement dans les écoles, c'est-à-dire je suis déjà allé aider des enfants où les parents avaient fait appel à moi, ou même les enfants, où j'allais directement dans leur école pour régler le problème. D'accord? Non pas pour se faire justice soi-même, hein, loin de là. Mais c'est parce que les enfants sont pas écoutés par les adultes, au fait. Les adultes dans les écoles, malheureusement. Je fais encore une fois, j'ai pas le droit de faire une généralité, mais je sais de quoi je parle, malheureusement. Je sais de quoi je parle. Et au fait, ils sont jamais pris au sérieux. C'est incroyable. Il y a même des professeurs qui harcèlent aussi. Oui, c'est ce que je te disais. Les adultes participent au harcèlement. C'est-à-dire que souvent, en fait, tu vois cette petite phrase du oh, c'est toujours le même. Bah toi, quand t'as 9, 10, 11 ans, vas-y, va l'encaisser c'est toujours le même, alors que t'es en pleine période d'harcèlement. Mais toi, tu dois encaisser en plus la phrase de l'institutrice. Comme Moi, par c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'ai ma prof qui me mettait toujours au fond de la classe. Elle m'aimait pas. C'est toujours la même. Vas-y, va faire tes petits dessins, me donner une feuille blanche et bon, je me démerdais avec ça pour tenir toute la journée. J'avais une dizaine de jeunes qui me crachaient dessus, qui me tapaient, qui me traitaient de sale portugais à l'époque. Et puis il y avait toujours un mec qui disait tu m'as dit moika, alors que j'avais rien dit, tu vois. Et il y avait toujours quelqu'un qui disait quelque chose à quelqu'un et après qui venait pour trouver une excuse pour pouvoir me frapper, tu vois. Ouais. Jusqu'au jour où j'en ai eu vraiment marre parce que j'avais personne vers qui me retourner, personne m'aimait, personne voulait m'écouter. J'ai attrapé la plus grande gueule et je l'ai frappé, littéralement. Et bizarrement, tous ses potes sont devenus mes potes et tout le monde me protégeait, tout le monde et je me suis fait virer pendant 3-4 jours. Ouais, mais au fait, le parent dont son enfant est victime de harcèlement, il en voudra jamais à son enfant de se faire virer parce qu'il s'est défendu. Ah, non. Tu vois. Au fait, moi, j'enseigne des disciplines, des sports de combat, et la première chose que je leur apprends, c'est que se défendre, ce n'est pas attaquer. Mais par contre, il faut savoir, parce que pour un enfant, tu sais, c'est difficile de savoir au fait, mais à quel moment j'ai le droit de me défendre. Tu vois, c'est quoi le curseur? Tu comprends? Tout simplement quand tu te sens en danger et quand tu sens que, notamment sur le harcèlement, quand tu sens que c'est tous les jours et tout ça, au fait, utilise. Moi, je vais pas t'en vouloir. Même l'école, l'école, elle peut m'appeler, c'est pas grave, je vais venir, moi, sur place, puis j'expliquerai, puis je ferai une vidéo en disant que cette école-là, elle a pas protégé cet enfant-là. Voilà. S'ils sont pas contents. Dans le déni, quoi. Voilà. Alors, j'évite de le faire quand même parce qu'après, sinon, ils me poursuivent pour diffamation. Je l'ai déjà fait une fois, ils ont voulu me poursuivre pour diffamation. T'as eu beaucoup de problèmes? Non, j'ai pas eu beaucoup de problèmes parce que je fais attention. Non, j'ai jamais eu de problème parce que je fais attention à ne pas citer les écoles, les noms de famille, etc. Si je le fais, comme je te l'ai dit, je vais être au tribunal tous les jours. Mais faire de la prévention directement dans les écoles, ça serait pas un pas contre le harcèlement? Mais ils ouvrent pas les portes. Ils nous les ouvrent pas les portes, au fait. Je te promets, Tonio, sauf si c'est au niveau local, dans les mairies, dans les villes où on me connaît. Mais sinon, on t'ouvre pas la porte, c'est trop dangereux pour eux. En fait, ils préfèrent que ça reste privé et secret parce qu'ils veulent pas que les chiffres sortent. Pour une directrice d'école ou pour une CPE d'école ou tu vois, en fait, il ne faut pas que les chiffres sortent. Parce qu'il y a l'académie qui est derrière. C'est honteux, quoi, pour eux. C'est pas que c'est honteux, c'est que au fait, t'as l'académie qui est derrière eux. Et si il y a trop de cas d'harcèlement dans cette école, c'est simple, en fait, on va te remplacer. Donc, en fait, toi, tu signales pas. Tu préfères ne pas le signaler. Et au fait, c'est comme ça, au fait, on cache tout, au fait, on met toute la poussière en dessous les meubles. Et en général, c'est l'harcelé qui déménage. C'est tout le temps le cas. C'est-à-dire que le harcelé, pour se sentir protégé, d'ailleurs, moi, ça c'est encore arrivé l'année dernière en fin de saison, où une petite fille était harcelée. Elle avait, si je dis pas de bêtises, elle était en 6e ou 5e, peu importe le niveau scolaire. J'ai dit aux parents, au fait, stop. Arrêtez de la mettre à l'école. Je préfère que vous ayez, les parents, des problèmes parce qu'elle ne va pas à l'école que de savoir que dans un mois, votre fille s'est suicidée. Hein. D'accord ? Donc, votre fille, elle est en danger, vous l'enlevez de l'école. C'est ça la chose à faire, au fait. En fait, de quoi vous avez peur ? Vous avez peur qu'on vous convoque et qu'on vous dise que vous êtes des mauvais parents ? Non, en fait. Votre enfant, il est en danger à l'intérieur de l'établissement scolaire, vous l'enlevez, point barre. Et oui, effectivement, comme tu le dis, Tonio, malheureusement, les harcelés, ils sont toujours protégés. Ils sont toujours protégés par le système scolaire, c'est incroyable. Et le harcelé, lui, effectivement, doit déménager. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme il y a le cyberharcèlement, même si tu déménages et que tu changes d'école,
t'auras toujours cette suite. Tu vois? Ouais, et puis Tu vois, t'es à peine arrivé au collège d'une autre commune que on sait déjà que t'es là-bas. On sait, pardon, on sait déjà que t'as changé d'établissement, etc. Parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va vite. Moi, j'ai ma petite nièce à qui c'est arrivé aussi et qui s'est fait violenter à l'école. Ils ont attrapé sa tête, ils lui ont attrapé la tête contre un arbre. Elle arrive à la maison avec des bleus et compagnie. Et j'ai trouvé ça horrible. Et l'école n'a rien voulu faire. Mais vraiment. Non, non, mais sincèrement, je te l'ai dit. Et ma soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, vous voulez pas vous en occuper? Il y a aucun problème. Elle a pris sa fille, elle est partie au commissariat, elle a déposé plainte. Et avant qu'elle dépose plainte, l'OPJ qui était là sur place, il lui dit, mais madame, vous savez que il y a une semaine, jour pour jour, à votre place, il y avait une petite qui venait de qui s'était fait poignarder à l'école, qui avait pris une gamine de 8 ans. Ouais, bien sûr, non, mais ça m'étonne pas. De toute façon, comme je te l'ai dit, j'ai des témoignages tous les jours à travers mes vidéos, donc je maîtrise modestement plutôt bien le sujet et j'ai de tous les témoignages, mais ce qui ressort, et c'est ça, en fait. C'est le fait que le harcelé, c'est toujours lui, au fait, qui doit changer d'établissement. Le harceleur, il est protégé. Mais souvent, les parents, alors ça peut créer des conflits, mais des fois les parents des enfants harcelés, faut pas qu'ils hésitent à aller voir les parents des enfants harceleurs, non pas dans le but de régler leur compte, mais moi je pense qu'il y a très peu de familles qui seraient fiers d'avoir un enfant qui est en train d'harceler un autre. Donc je compte souvent en fait, t'as déjà demandé dans une école, moi je l'ai déjà fait, hein, et je te promets qu'ils refusent totalement. Si tu demandes à voir la famille de Ah non, ils veulent pas. En fait, ils ne veulent pas que les familles, ils ne veulent pas que les familles se croisent, en fait. Donc on te demande, allez porter plainte. Et puis au fait, il y a jamais rien qui bouge, quoi. Il y a jamais rien qui bouge, jamais, jamais, jamais. Mais ça, c'est pas normal. Pour moi, je trouve que c'est pas normal. Pour moi, on touche pas un enfant. Et quand il s'agit justement moi, mon fils, un jour, il devient harceleur. Mais je te jure, c'est moi-même qui l'emmène devant la directrice et je le chicote devant la personne qui l'a harcelé. Ouais, mais au fait, ce qu'il faut, toi qui l'as déjà vécu, et Donia pourra parler aussi de ça parce qu'elle a vécu ce harcèlement et ça va être intéressant de l'écouter. Mais je pense sincèrement qu'il faut se mettre à la place de l'enfant et enfin vivre ça. Au fait, toi tu l'as vécu et peu importe ton âge, tu t'en souviens encore. Et quand t'en parles, ça te fait encore la boule au ventre. Ouais. Malgré ton âge, tu vois. Je dis pas que t'es vieux, Tonio. Malgré. T'as le droit de le dire, je suis plus vieux que toi. Mais malgré ton âge, tu vois. Donc en fait, ça te suit toute ta vie. Ouais. Tu comprends? Alors oui, effectivement, tu vas pouvoir éventuellement, avec de l'aide, en faire une force un jour, comme Donia. Elle a réussi. Mais c'est pas tout le monde qui réussit. Tu comprends? Parce qu'encore une fois, on est tous différents. Et c'est pas tout le monde qui réussit. Mais ce qui est important de le dire, c'est que, à parler de certaines choses, de blessures qu'elle avait soignées ou pas, moi je sais qu'il y a encore des choses au fond d'elle, notamment éventuellement plein de sujets, mais notamment le harcèlement. Tu vois, c'est encore au fond d'elle, en fait. Ça peut péter à n'importe quel moment. Parce que c'est au fond d'elle. En fait, c'est une bombe à retardement, si je comprends bien. Exactement, mais on peut prendre... Clairement, tu peux nous en parler un petit peu plus ou pas? Comme j'avais touché quelques mots tout à l'heure, enfin ça avait commencé primaire, donc c'était plus par rapport au fait que j'étais d'une origine différente, d'une couleur de peau différente. Enfin voilà, je rentrais pas dans les normes de beauté, on va dire, dans mon école primaire, mais bon, on était encore que des petits, donc je voyais pas toujours c'était quoi le rapport avec ça. Par la suite, c'était collège où là, on grandit un peu. Il y a, tu sais, l'effet de groupe un peu, ce que j'appelle l'effet de groupe, d'être avec ses potes ou avec ses copines et de vouloir prendre une target, enfin la personne qui embête personne justement et qui tranquille dans son coin à réviser. Et moi justement, je faisais partie de ces personnes-là qui en a pris pour son grade tout simplement parce que il savait à l'avance que j'allais pas me défendre, que je savais pas me défendre et que justement j'ai pas grandi en tout cas dans cet environnement-là dans ma famille. Je sais qu'on nous a inculqué de bonnes valeurs, de bons principes et en fait à ce moment-là justement il parlait du cyberharcèlement. Moi je rentrais dans la génération où justement les réseaux ça venait de sortir, donc tout ce qui est Facebook, Snap et tout. Donc ouais en fait vraiment c'est moi ça fait le mélange des deux clairement. J'en ai pris pour mon grade, donc il y a eu des rumeurs comme quoi j'étais une fille facile, comme quoi j'ai pu avoir certains rapports alors que j'ai juste accordé du temps à une personne qui avait besoin de se confier. Je te coupe 2 secondes, Donia, mais tu vois ce qu'elle vient de dire là, les rumeurs. Alors ça aussi, ça a toujours existé, sauf qu'avant, encore une fois, avant, il n'y avait pas les réseaux. Ouais. Mais le fait est de, tu vois, de salir une
parce que c'était Une une réputation. enfant à ce moment-là, de saluer une enfant en disant que c'est une fille facile, ça aussi, ça te suit presque toute ta vie. Mais Et clairement, jusqu'à maintenant. je sais pas si les gens s'en rendent compte au fait que Mm, ça mm, te suit toute ta vie au fait. mm. Enfin, moi, en tout cas, je suis très en colère parce que je sais qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ils n'ont pas changé leur perception des choses, bien évidemment, parce qu'ils ont participé à la répandue de cette rumeur, on Tu va les as dire. recroisés, ces gens-là? Je les ai recroisés là encore même avec mon homme et je peux vous dire que vraiment il y a des fois je sais pas je fais un bug dans la matrix parce que je sais pas si je dois leur sauter dessus à l'heure actuelle en sachant qu'aujourd'hui je me suis forgée mentalement, je sais que j'ai appris à me défendre, donc même si je reste une femme, je sais qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus confiante à l'idée de me défendre et ouais, vraiment la colère s'empare de moi ou tout simplement la paralysie de revivre tout simplement ces moments-là. Parce que des fois, il n'y a pas que de la colère, des fois, il y a à nouveau la tristesse, il y a à nouveau la peur, il y a la frustration. Mais ton homme est là pour te rassurer, quand Bien même, sûr, dans et dans ces franchement, moments-là. je vous dis la vérité, moi, mon homme, il a joué un grand rôle dans ma vie depuis sa rencontre. Vraiment, j'ai pu justement prendre du recul sur toute ma vie, sur ce que j'ai pu vivre ou pas, sur mes exploits, sur mes victoires, sur le fait que j'ai toujours réussi à m'en sortir, à trouver une solution. Grâce à lui, j'ai pris du recul sur ça et j'ai pu m'apaiser le cœur. Et cet homme-là, même de toutes ses forces, donc clairement, ça compense vraiment toutes les blessures qu'on a pu me faire, même si bien évidemment, j'ai envie de lui prouver aussi que de par moi-même, je peux guérir de ces blessures, de par juste ce qu'il me donne là actuellement, je suis capable de guérir de tout ça, mais c'est une vérité qu'on ne pourra pas nier entre nous, je le dis, et je suis désolée qu'il entende ça, mais c'est vrai que c'est un truc, ça marque à vie. Ça laisse des séquelles à vie, vraiment. Ça forge une personnalité, ça forge un caractère, ça forge une manière de penser, mais cette manière de penser, elle est née quand même de quelque chose de mauvais, même si c'est quelque chose de bon, elle est quand même née de quelque chose de mauvais. C'est comme moi, la boxe, je l'ai commencé, on est tous passionnés, voilà, de sport de combat et tout. Mais pour ceux qui font du sport de combat, même en amateur, même en loisir, on a tous commencé pour une raison qui n'était pas jolie. Personne n'arrive à la boxe par hasard. Il y Vraiment. a personne qui arrive à la boxe juste pour prendre du plaisir. Ça Exact. n'existe pas. On a Genre, tous personne n'arrive commencé. à la boxe par hasard. Chaque enfant ou même chaque adhérent, même adulte, hein, tu vas lui demander, mais pourquoi tu t'inscris à la boxe? Si tu vas creuser au fond de la personne, et ben, il y a toujours une histoire derrière. Il y a personne qui vient pour le plaisir. Il y a une déchirure Ouais, dans la personne qui toujours, va venir boxer, tout quoi. le temps. Derrière Ouais. chaque personne qui pratique. Bon, bah, je vais venir, Ah, mais boxer avec toi, Marlo. Tonton Marcel, il m'a dit la même chose, on l'a pas encore vu. Moi, en fait, c'est juste que j'ose pas, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu rentres dans une salle, on va te critiquer, on va te pointer du doigt, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à rentrer en salle à cause de ça, tu vois. J'ai Alors déjà vraiment la salle peur. de la salle de sport et la salle de sport style tu sais fitness park, basic fit et tout ça pour moi personnellement ça c'est à titre personnel. Par exemple moi quand je rentre dans un fitness park, j'y étais la semaine dernière pour entraîner quelqu'un. Moi ça, tout de suite je sais pas pourquoi ça me prend. Parce que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des regards partout. Enfin bon, je suis pas fan de la salle de sport telle quelle. Par contre, c'est vrai que les salles de boxe, les salles de, je sais pas, les dojos, parce qu'il y a pas que la boxe, hein, il y a aussi le karaté, le judo, le taekwondo, enfin ce que tu veux. Mais en fait, il y a pas ça. Il y a pas, personne se regarde au fait. Parce que dans ces disciplines-là, on se comprend et le but c'est pas de savoir qui est le plus fort en fait. Vraiment, on s'en fiche de ça. Tu verras que si un jour tu mets le pas et tu rentres dans une salle de boxe, tu verras que personne ne va te regarder. Personne. Tout le monde s'en fiche carrément, voilà. Et tu maigris, tu fais autant de sport que qu'en salle de, Bah c'est pas, de tu vas fitness, pas, quoi. t'as pas le même objectif tout simplement. C'est juste. Après moi, comme je le dis toujours, j'ai passé l'âge de savoir qu'est-ce qui est le mieux que quoi, hein, tu vois. C'est pas parce que moi j'apprécie pas que c'est pas bien, tu vois. Bien Je sûr. pense que ça correspond à un public au fait tout simplement, tu vois. Et qu'est-ce que tu conseillerais? Et après, je reposerai la Désolé question à Dunia, je Dounia. t'ai Non, coupé. bien sûr, y a pas de souci. Je vais la reposer aussi à Dounia. Pour franchir la salle de sport, ou enfin la salle de boxe. Alors juste le fait est de s'interroger sur le fait est-ce que j'ai le courage ou pas de rentrer dans une salle de boxe ou de sport de combat ou arts martiaux. C'est que déjà de base on manque un peu de confiance en soi. À partir du moment où tu me dis bah moi j'ose pas, j'ai peur d'être regardé, etc. C'est qu'on est d'accord qu'il y a un manque de confiance en soi, tu vois, et peu importe l'âge. Et et ça avant même d'apprendre, en l'occurrence si c'est avec moi, avant même d'apprendre à boxer, moi ce que je vais t'apprendre c'est avoir confiance en toi. Tu vois, je veux que tu sois dur. C'est Le pour ça que caractère. moi, tu sais,
un cours de kickboxing, de boxe thaïlandaise, etc. Bon, peu importe. C'est 90%, c'est le mental. C'est le mental et la motivation. Le reste, c'est après, tu vois. Quand on voit comment ça, les films de Rocky Balboa justement, on voit quand même que c'est 90% de mental. Ouais, on alors ressent. c'est du cinéma, mais par contre moi le premier au fait, hein, ça nous a image baigné. Ouais, non, mais au fait ça promouvoit, en l'occurrence là Rocky, bah c'était de la boxe anglaise, et bah ça a promu la discipline au fait tout simplement, tu vois. Donc oui, effectivement, on voit tout ce côté mental, parce qu'effectivement faut avoir le mental avant tout, et on vient se forger un mental. Il a vraiment boxé dans ses films, si tu penses? Bah pour les scènes où je sais pas, tu sais, je me suis jamais intéressé au sujet, mais oui, il me semble que oui, si je dis pas de bêtises, voilà, après voilà, hein, c'est de l'acting, mais il fait ça ils font ça très bien, mais en tout cas ça nous a bercé, hein, tu vois, genre moi oui. moi je suis né en 87. Dans les années 90, bah on avait Jean-Claude Van Damme, on avait, tu vois, ça a bercé notre enfance, et puis ça nous a inspiré au fait, clairement, hein, tu vois. Il y avait Rambo aussi. Ouais, tout est toujours sur Stallone. Toi, voilà, trop Stallone. Ouais, j'aimais beaucoup. Il y avait aussi Stallone, il a fait aussi haute sécurité, mais ça nous a pas inspiré, on n'a pas voulu aller en prison. Next. Dunia, je te repose la même question. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement ouvrir cette porte pour aller faire de la boxe? Bah, en vrai, moi, j'ai commencé dans un contexte un peu différent. Justement, j'avais pas confiance en moi du tout. J'avais peur justement d'affronter le regard, même à la salle de boxe, même si je savais à l'avance que, à défaut qu'on commence tous pour un objectif différent, mais un peu, enfin, c'est un peu un lien qu'on a tous, hein. On a tous commencé parce qu'on a été brisé d'un harcèlement, d'une perte, enfin de quoi que ce soit. On est tous liés par ça. Je savais que justement j'allais pas subir le jugement, mais j'ai commencé dehors tard la nuit. Donc moi, en fait, clairement, j'ai juste fait ça pour avoir confiance en mes gestes, tout simplement. Donc je faisais ça la nuit sur du street, voilà. S'il y avait un sac de frappe disponible, bah voilà, je m'entraînais tout simplement. Et puis je suis rentrée à la salle de sport. Donc moi, c'était encore plus compliqué. Je suis rentrée à fitness. Pour le coup, c'est vrai que l'histoire du regard là, quand on rentre, moi, je l'ai direct senti, mais je me suis vraiment focus sur mes objectifs. Et je pense que le premier déclic qu'on a quand on franchit la porte d'une salle ou d'une salle de boxe, c'est vraiment de se dire là, je suis dans mon monde, je fais ça, c'est pour moi, je fais ça parce que j'ai vraiment la volonté de vouloir arranger, améliorer quelque chose, forger quelque chose. Enfin, en tout cas, on a tous un objectif, mais le jour où on est vraiment prêt à y aller, je pense que rien pourra en gros déjouer cette intention de passer la porte et d'aller à la salle. Je pense que c'est ça, primordialement. Petite question. Oui. La première fois que tu as mis un coup de poing dans un sac. Ouais. Qu'est-ce qui est venu dans ta tête en fait? Bah, la première image que tu as eue. Je me suis sentie libérée de pouvoir un peu, enfin, que ma colère ne soit pas censurée pour une fois en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que moi, très jeune, on m'a beaucoup censuré sur des choses que je voulais exprimer, dire, ou juste tout simplement, je voulais me défendre. Et c'est vrai que je ressentais la colère grandir, 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 grandir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va péter? Qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas la solution? Qu'est-ce qui va se passer si on continue à me censurer comme ça? J'avais peur même pour moi, pour ma santé mentale, tout simplement. Même si j'étais jeune, j'en avais déjà conscience. Vraiment, le jour où j'ai su que en boxe c'était autorisé et que même c'était conseillé de se défouler, c'était une libération, c'était une délivrance, vraiment. Et ce jour-là, la première fois, en plus, moi, c'était pas un sac de frappe, c'était vraiment directement les PAO, je suis tombée amoureuse. Mais vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je crois, tous les exercices que je pourrais faire en boxe ou quoi que ce soit, ça reste vraiment les PAO, mon kiff. Même après une séance de muscu de 1 heure et demie, tu me proposes des PAO, à la fin, je suis éteinte, je te le fais quand même. Mais vraiment. Pour le coup, ça peut pas s'expliquer, c'est un exutoire dès que tu trouves ta place dedans. C'est un peu une souffrance d'un certain sens que tu t'obliges. Bah oui, mais non, en fait, vraiment, je pense pas que c'est de la souffrance. En fait, la souffrance mentale, pour la plupart des combattants, je pense, elle est tellement importante que la douleur physique, elle passe vraiment derrière. Je pense sincèrement qu'en vrai, peu importe que ça soit un amateur, un loisir ou quoi que ce soit, la personne, elle souffre tellement dans sa tête, elle a tellement envie d'améliorer quelque chose que je pense que la douleur physique à côté,
même si on subit sur le moment, c'est dur, on rentre chez soi, on se dit, ça vaut pas la douleur que j'ai eue dans la tête, mais ça m'a fait du bien, quoi. Genre, vraiment, pour le coup. Alors Donia, c'est moi, désolé, je prends ton rôle Tony, mais c'est moi qui vais te poser une question. Dis-moi. Mais la première fois qu'on s'est vu, tu sais, t'avais besoin justement que je sois dur avec toi. Ouais, Tu c'est voulais, ça. t'avais vraiment besoin de ça. Est-ce Ouais. que tu peux l'expliquer? Parce que toi, t'avais vraiment besoin, limite, de prendre des coups. Ouais, clairement, en fait, j'avais besoin de ça parce que j'en ai toujours subi et je sais que j'ai gardé cette habitude et j'ai pris la responsabilité. Enfin, on m'a inculqué le fait que faut pas se défendre comme ci, faut pas se défendre comme ça. Enfin, si tu te défends, faut qu'il y ait un contexte, etc. Faut pas répondre mal, etc. Enfin, on m'a inculqué tellement de choses faussées ou tellement contradictoires et paradoxales que en fait, moi, ça m'a complètement figé. Donc en fait, moi, clairement, je lui dis, écoute, là, je sais que j'ai un travail à faire sur moi-même. Et le point en question, c'était la colère. J'avais clairement besoin de travailler sur ma colère parce que je savais pas comment la gérer. Et en entraînement, en fait, on se dit que ça va être un point fort. Bah, au contraire, non, c'est vraiment un point faible parce que justement, au lieu de me focaliser sur la discipline, ma colère elle va me donner de l'énergie pour de la motivation, mais c'est pas ça qui va m'aider à améliorer mes performances. C'est pas ça qui va m'aider à améliorer justement certains traits de caractère, certains points que j'ai dans ma personnalité. Et je lui ai clairement dit, quitte à me mettre des coups, quitte à ce que tu sois dur, tu me hurles dessus. Vu que j'ai grandi dans cet environnement-là, en fait, clairement, qui m'a poussé, ouais, voilà, clairement, et que à ce moment-là, je la fermais, mais vraiment au plus haut point, je me suis jamais défendue. Provoque cette même colère que j'avais quand j'étais petite, mais que j'avais pas justement les moyens de me défendre, que ce soit physiquement ou verbalement. Provoque ça pour que je mette toute ma patate dans mes coups. Genre vraiment, j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin qu'il l'analyse aussi à quel point ma colère, elle pouvait être crescendo, genre monter. J'ai besoin qu'il sache à quel point, genre, j'étais en colère pour que justement il puisse m'indiquer ce que je dois faire ou pas, sur quel point je Et peux apprendre à te travailler. canaliser. Exactement, parce que je pense que pour mon objectif de devenir coach sportif, c'est primordial et de savoir gérer sa colère. J'ai un caractère très feu, voilà, Ça se voit, et on le voit. je pense que ça peut autant plaire, mais je pense qu'en tant que coach, si je sais pas le gérer, personne ne voudra de moi. Vraiment. Et je le sais pertinemment. Donc je sais que c'est ce point-là en particulier que je dois travailler. Sur le reste, je m'en suis toujours très bien sortie. J'ai réussi à avoir la réflexion, à m'améliorer, à mettre les choses en place, mais sur ça, je sais que j'ai besoin d'aide et Marlo est la personne idéale en tout cas pour ça. Marlo, justement, combien de temps il te faut à toi pour justement lui apprendre à se canaliser, à, à reprendre confiance en elle? Donia, c'est ce que je lui ai dit. Euh, Elle a extrêmement confiance en elle. Sauf que peut-être que elle se le disait pas, elle en doutait, ou je sais pas, elle avait pas confiance. Mais quelqu'un, je te l'ai dit tout à l'heure, elle a raconté 1 ou 5% de son histoire. En fait, quelqu'un qui a vécu tout ce qu'elle a pu vivre, et là où elle en est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, ça. Si toutes les personnes étaient comme ça, je lui ai dit, je vais t'emmener sur le ring. Tu vois, pour forger un bon combattant, il faut 4-5 ans. Mais en amateur, j'ai dit, c'est quoi là? On va se lancer un défi. Genre, t'as le truc, je sais. Je le vois. Je sais que mentalement parlant, je peux t'emmener quelque part. J'ai envie de t'emmener là. D'ici la fin de saison, tu vas Elle a monter cette sur le ring. hargne en fait, elle a de la Ouais, hargne elle a en ça elle, en quoi. elle, mais c'est juste qu'en fait, toute sa vie, elle s'est remise en question, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Mais au fait, toute sa vie, elle s'est remise en question sur plein de points. Et au fait, à force de te poser la question et de te demander si oui ou non t'as confiance en toi, en fait, tu perds ton temps. Dis-le que toi, t'as confiance en toi et avance, en fait. Et au fait, c'est ça, elle. Tu vois. C'est exactement ça. Moi, je sais qu'au fond d'elle, c'est pas possible, au fait, d'avoir, d'avoir cette expérience de vie sans avoir confiance en toi. En fait, elle, c'est une femme, c'est une fille forte. Tu vois. Mais au fait, c'est ça que je veux qu'elle le sache et qu'elle se le dise, au fait. Elle est super forte. En fait, il faut que tu te le répètes tous les jours. Ouais, c'est ça. Enfin après, comme il l'a dit, malheureusement, ça va être l'environnement, certains facteurs aussi qui font que on remet beaucoup de choses en question. Et c'est vrai que quand on a vraiment personne sur qui compter, on a que soi Mais en t'as vrai. quand même un homme qui te met sur un piédestal très haut, Aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. franchement, mon passé était désastreux. Ça, je vais pas mentir. Il y a une période qui a été désastreuse et jusqu'à temps de l'avoir rencontré, même si de moi-même, j'ai fait en sorte d'aller mieux et j'allais mieux, c'est vrai. Mais là, à l'heure actuelle, la vitesse à laquelle j'ai monté depuis qu'il est avec moi dans ma vie, c'est incroyable. Et je souhaite vraiment à tout le monde de trouver le binôme parfait, parce que pour qu'il puisse porter tout ce que j'ai pu porter, puisque en couple, c'est clairement ça, c'est qu'il a accepté d'avoir les épaules et de prendre la responsabilité de guérir des choses qu'il n'a pas causées.
Clairement, c'est clairement ça. Je lui en serai entièrement reconnaissante, mais toute ma vie. Et c'est pour ça que je l'aime d'amour, parce que vraiment, il a une force lui aussi mentale. À travers ça, j'ai vu que lui-même, si moi j'ai cette mentale-là, je sais que lui, il en a beaucoup plus, parce qu'il a supporté justement ma vie, mes blessures. Il s'est adapté à tout ça et il a fait en sorte justement de me faire prendre conscience que voilà, je suis forte, que je suis belle, que je suis la meilleure, etc. En fait, il y a des hommes, tu sais, et peut-être qu'éventuellement Donia a l'a connu ce genre d'homme, je sais pas. Enfin, si je sais. Mais en fait, il y a des hommes qui vont te faire payer ton passé et qui vont dans ton quotidien te rabaisser de ton passé et qui vont pas chercher à comprendre pourquoi tu as eu cet événement-là, tu vois. Non, c'est toi ils vont te faire comprendre que c'est toi la fautif, tu vois. C'est Et puis ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Ouais, c'est c'est ça, exact, clairement ça. c'est Et des personnes c'est ce que qui j'ai sont proches de vécu avec narcissisme. mon ex qui disait que j'étais qu'un géniteur. Bon, Antonio, elle s'appelle Et- comment? Tu veux que je fasse Non, une non, vidéo? non, non, mais en fait, dans tout ce que tu dis là, c'est exactement ça. Et j'ai l'impression de me retrouver dedans parce qu'elle elle était On toujours en règle train nos de me comptes. dénigrer, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ce qu'on a, c'est des gens pervers Non, mais narcissiques, c'est en ça, fait. c'est ça. En fait, c'est des personnes qui te retardent en plus. Ouais. Tu vois, c'est des personnes qui te retardent. Et au fait, chacun d'entre nous, en tout cas, on est trois à la table, bah, et on peut prendre en compte, enfin, on doit se rendre compte que finalement, tu vois, on a tous eu des personnes narcissiques en face de nous, tu vois. Et en fait, ils te rabaissent dans ton quotidien, ils te font payer ton passé, ils te disent que c'est de ta faute, tu vois, en fait. Et au fait, et puis après, t'as les autres personnes, hommes ou femmes, voilà, qui eux vont essayer de comprendre, tu vois, et qui vont, tu vois, surtout ne pas te dire, parce que ça c'est la première chose à ne pas dire, c'est de dire que non, mais en fait c'est de ta faute si t'es arrivé ça, c'est de ta faute. Tu vois, bah non, en fait, va chercher, creuse, etc. Tout est, tu vois, tout est lié, c'est plus complexe que ça. Et mais après, bon, il y a l'intelligence aussi de la personne, mais tu sais, le narcissisme, et on peut aussi en venir aux violences faites aux femmes si tu veux. Mais le narcissisme et les violences faites aux femmes, en fait, tu serais surpris de savoir que c'est chez, tu vois, la fameuse phrase, c'est chez Monsieur et Madame tout le monde. En fait, c'est pire que ça. C'est que c'est dans n'importe quelle classe sociale. Il y a très récemment, j'ai été invité par une association au tribunal d'Evry. Je voulais c'est pas que je voulais parce que je l'avais déjà compris, mais je voulais quand même voilà assister à certaines audiences et il y avait plusieurs audiences pour les mêmes faits, les violences faites aux femmes, tous des pervers narcissiques en face d'elles, d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était dans n'importe quelle classe sociale. Il y avait même un couple de policiers qui étaient jugés en même temps. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, le pire, c'est qu'ils traitent le sujet dans leur quotidien, mais ils le vivent au fait chez eux. Et t'es pas à l'abri, hein, de serrer la main à quelqu'un dans ce bureau-là, dans cette radio, tu vois. Je cible personne, hein. Mais t'es pas à l'abri de serrer la main à quelqu'un ici dans cette radio et que le soir il rentre chez lui, et au fait, il fait preuve de narcissisme avec sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, hein, tu peux croiser n'importe qui au bureau, hein, et le lendemain, tu vas apprendre certaines, je sais pas, mais tu vas apprendre un drame ou quoi, et tu diras ah ouais, jamais je me serais douté que cet homme-là fait preuve de narcissisme ou Et de moi, violence avec sa femme. Marlo, excuse-moi de te couper, mais j'ai appris à mes dépens, justement, avec mon ex, que non, tu vois pourquoi je t'en parle, que de pousser quelqu'un pour se défendre, Ah, c'est de la violence. c'est de la violence conjugale. Et ça, je ne savais pas. Oui, c'est en fait, c'est, tu sais, dans ce fameux jour où il y avait plusieurs audiences, il y a un homme qui a été jugé parce qu'il violentait son ex-compagne et il y avait même de la violence parce qu'il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence mentale qui des fois malheureusement est plus dure que la violence physique. La juge, c'était une femme en plus, il est mal tombé. euh, la juge, elle lui a demandé mais pourquoi vous l'avez attrapé c'est par les joues quoi, tu vois ça s'appelle comment ça s'appelle comment ça monsieur dans un langage juridique? Bah, en fait, ça s'appelle de la violence, monsieur. Tu vois. Et en fait, la personne ne s'en rendait même pas compte. Tu vois. Mais attention, Tonio, pour te rassurer, moi aussi, j'ai déjà eu ça. Hein, tu sais, malheureusement, il y a des fois, si tu fais preuve d'impulsivité et que tu réponds à l'impulsivité par de l'impulsivité, tu t'en sors pas. Ta maison, elle est en sang et en feu. Tu vois. Et des fois, effectivement, le fait juste de pousser une personne, et bah, effectivement, ça peut nous mener dans des 12 heures de endroits garde pas à vue. Non, mais Moi, non, mais j'ai oui, eu- clairement. j'ai eu Tu 12 vois. heures. Et en fait, parce que effectivement, on parle souvent des violences faites aux femmes, mais on parle pas aussi souvent. Il y a aussi des femmes qui font preuve de Ouais. narcissisme. En fait, faut en parler aussi. Violente leurs hommes. C'est pas que ça existe, c'est que c'est plus que ça. Oui, effectivement, ça existe souvent. Bah voilà, on met la société met on essaye de faire des efforts sur ça, mais la société met la place de la femme en dessous de l'homme, malheureusement, tu vois. Et du coup,
on pense que la femme est plus fragile, donc à partir du moment où tu vas la pousser, bah ça sera forcément toi le fautif. Alors oui, effectivement, bah on sait pas le contexte, etc., etc. Donc c'est à nous, au fait, les hommes, et ça m'est déjà arrivé encore une fois, hein, tu vois, c'est à nous les hommes, au fait, et bah d'essayer, en tout cas dans la mesure du possible, même si c'est dur des fois quand tu vis la situation sur le moment, d'être intelligent. Tu vois, moi. Je conseille vraiment, au fait, s'il y a un homme qui est victime de narcissisme de la part de sa femme, en fait, faut filmer. Ouais, Tu clairement. filmes. Bah là, on est dans Tu- une époque où tout se filme En en fait, plus, hein. tu filmes, faut pas te prendre la tête, tu filmes. Tu vois, tu filmes. Genre, t'as ton ex-compagne ou je sais pas, la mère de tes enfants, elle te met une claque. En fait, tu vas faire quoi? Tu vas répondre à la claque par la claque et puis après, c'est toi qui... Donc non, Mm. en fait, toi, tu dois encaisser la claque, tu vois, limite filme le cirque, tu Ouais, vois, c'est mieux. filme le cirque et au fait, protège-toi du mieux que tu peux. Tu Et vois. aller porter plainte. Même, Ouais, bien sûr. En fait, c'est pas une honte. Bah, moi, j'avais honte, justement. Moi, non, en fait, c'est pas une honte qu'une femme, admettons, fasse preuve de violence envers son ex-mari ou le père de ses enfants. En fait, c'est pas une honte, en fait, au contraire. Tu vois, l'intelligence, vraiment, l'intelligence, c'est l'homme qui, justement, sait encaisser ce genre de choses-là et qui, lui, va aller au commissariat pour porter plainte en disant, bah, écoutez, mon ex-compagne, bah, elle a porté des coups sur moi. Même si je fais 2 m 10 et que, bah non, en fait, c'est ça l'intelligence. Tu vois. Mais après, c'est dur pour un homme des fois, tu vois, il y a l'ego, il y Ouais, c'est a vrai. il y a il y a plein de choses, tu vois. J'ai eu le cas, il y a une bah, la dame qui nous, enfin l'agence immobilière où on louait l'appartement avec madame, enfin mon ex, elle m'a raconté que son frère a eu aussi le même problème que moi et il a voulu aller au commissariat, il a été ouvrir les portes du commissariat pour déposer plainte contre sa femme et on lui a pas pris sa plainte. Alors la plainte, en fait, ce que tu dis là, s'il y a un commissariat qui prend pas ta plainte, va à côté, au fait. Et la plainte, on est Les obligé de te deux- la prendre, hein. Les deux ils l'ont pas fait. Ouais, alors je te crois, parce que je sais que je sais que ça se passe comme ça, mais en fait, ils sont obligés de prendre ta plainte. Tu vois? C'est-à-dire, s'ils veulent pas prendre ta plainte, et bah tu fais une main courante. Vous n'avez pas voulu prendre ma plainte, nanana. Mais au fait, il faut le faire. En fait, tu peux même, tu sais, maintenant, tu peux même faire les plaintes en ligne, d'ailleurs. Donc, non, il faut le faire, en fait. En fait, normalement, on n'a pas le droit de te refuser une plainte. Mais bon, il y a le mot normalement. Ouais. Et ça c'est ce qui fait la parenthèse. Ouais, c'est ça. Dounia, je vais te laisser la parole. Euh, je vais te laisser les 5 dernières petites minutes si tu as quelque chose à nous Ouais, bien dire. sûr. Et j'en ferai de même avec toi. Et après, on va bientôt rendre l'antenne parce qu'il nous reste encore 10 petites minutes, 12 minutes. Ça Allez, let's marche. go. Bah, moi, si je peux un peu faire un résumé pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que tout simplement, peu importe la vie que vous avez, c'est vrai qu'il y a toujours pire. Alors moi, j'en ai vécu des choses et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait même pire que moi dans des situations vraiment c'est horrible. Mais faut pas hésiter à demander de l'aide. Peu importe la situation, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, n'hésitez pas à demander de l'aide, même si parfois ça peut être dur parce que ça peut inclure la famille, ça peut inclure des amis, ça peut inclure un entourage très proche. Si votre vie est en danger, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans l'environnement où vous êtes, si vous sentez l'envie de partir, de tout recommencer à zéro, de croire en vos rêves, de réaliser vos projets, tout simplement lancez-vous. Moi, je sais que je suis encore jeune et pourtant j'ai pas osé et j'estime que j'ai un peu de retard sur ce que j'ai envie de fournir et de faire. Donc, on n'a pas tous les jours 15, 16, 18, 20 ans. Profitez tant que vous avez l'envie, vous avez la jeunesse, la patate, lancez-vous dans vos projets. Partez dans un autre pays, allez à l'étranger. Il y a personne qui pourra vous dire quoi que ce soit et vous serez seul avec vos regrets. Donc tout simplement, allez-y, entourez-vous de bonnes personnes. Ne jugez jamais une personne qui a l'air plus faible que vous parce que cette personne-là, demain, elle pourra vous aider à apporter des conseils précieux dans vos projets quelques années plus tard. Ne jugez personne, vraiment. Entraidez-vous, aimez-vous entre vous, soutenez-vous entre vous, défendez-vous entre vous aussi, parce que il y a beaucoup de valeurs qui se perdent, beaucoup de bonté aussi dans ce monde qui se perd. C'est malheureux, malheureusement. Et il y a des faits très graves qui commencent très tôt. Du coup, je trouve ça très dommage à nous de prendre cette maturité, cette intelligence et cette responsabilité de pouvoir un peu chambouler le monde et les secouer pour les ressaisir. Donc voilà, force à tout le monde, tout simplement. Merci Dounia. Marlo. Bah écoute, moi si je devais finir sur quelques mots, j'irais encore une fois sur le sujet qui nous tient tous à cœur, parce que c'était pour ça qu'on était rassemblés essentiellement aujourd'hui. On a évoqué énormément de sujets, et je pense que sur chaque sujet qu'on a évoqué, en vrai, on pourrait débattre des heures. Longtemps. J'aimerais bien. Hein. Moi, ça me dérangerait pas, Mais vraiment. on va essayer très modestement, dans un premier temps, on va essayer de soutenir nos enfants,
tout simplement. Les enfants de notre société, on est peut-être éventuellement écoutés par des parents. Écoutez vos enfants, c'est important. C'est pas tous les enfants qui sont écoutés. Et si on est écouté par des enfants, bah n'hésitez pas à... C'est la parole au fait qui libère. C'est vraiment la parole qui libère. Et là, on pourrait évoquer la parole sur tous les sujets. Mais c'est ça. Moi, je vais finir juste sur ça. C'est ça qui me tient à cœur. Bah, merci Marlo. Merci Dounia. à toi. De rien, merci à vous, avec plaisir. Juste, dernière petite chose que je vais vous demander de faire, de balancer vos réseaux sociaux. Donc, comment Ouais, bien sûr. Alors, pour moi, que ce soit sur Instagram ou TikTok, c'est Medusa-du-bas Shadow. Juste sur TikTok, à Shadow, il y a 2 O. Donc, voilà. D'où la méduse sur ton bras. Exactement. Exactement. Marlo, Euh, tes réseaux? on va résumer parce que on va résumer un réseau social, Marlo tout court, tout par delà. Donc Marlo tout court sur TikTok. Donc c'est bien son nom, hein. C'est Marlo tout court et tout attaché. Ouais, c'est ça. Voilà, surtout très important. C'est pas c'est Marlo tout court. Non, c'est Marlo tout Mar- court. MARLO TOUT. Voilà, Ouais, merci connais Marlo. Allez, pour ma part, si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas sur TikTok, c'est Tonio Clip et je vous invite à venir aussi. On fait pas mal de live avec mon équipe du soir, que ce soit Tonton Marcel le samedi, on fait des interviews d'artistes. Le soir, de temps en temps, avec Pradra, Madra et DJ Ballistic, on se retrouve très régulièrement et puis on passe des sons, on rigole de tout. C'est d'ailleurs samedi là qui va arriver, on fait un blind test. Donc si si vraiment vous voulez tester vos connaissances au niveau rap, je vous invite vraiment à venir sur ce live de samedi, donc, soit DJ Ballistic, Padra ou Madra, et ou sur le mien, vous venez aussi parce que j'y serai. Et on passera un bon moment en tout cas. Eh ben, merci à tous. Merci Marlo. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Merci Dounia. Merci à toi. Et puis on aura l'occasion de se revoir. Avec grand plaisir. Je pense qu'on a quelques petits projets en commun, notamment de vidéos, etc. Que j'aimerais bien Et qu'on ouais. mette en place Et on va le faire. qu'on va Il faut le discuter faire. ensemble. Et Ouais. c'est important. Et je pense que ça va marquer pas mal de monde. C'est le but. Croisons les doigts et touchons du bois. Daniel, je vais te demander un petit service. Tu peux, Rek? Merci. Merci à tous. En tout cas, merci à vous. Et une chose importante, croire en ses rêves. C'est le plus important. C'est le plus Ciao. important.